Alors, j'ai un petit topo sur la prévention d'AVC. Alors, pourquoi je fais l'AVC? Parce que les AVC, donc on en a toutes les 4 minutes en France un AVC. C'est une personne sur 5 au cours de sa vie, c'est 20% qui font des AVC. On a 150 000 nouveaux cas chaque année en France, 31 000 des décès par an, et c'est la première cause de handicap, et la deuxième cause de démence, et la troisième cause de mortalité. Alors ça, ce sont les chiffres de l'HNFC. Depuis des années, on tourne à peu près autour de 800 AVC par an. Alors ce qui inquiète, c'est l'évolution des AVC, c'est qu'on appelle l'AVC du sujet jeune. Donc, alors, vous voyez, donc, en 2017, on avait 60 cas. Et puis en 2022, c'était 160. En 2023, 120. Alors, je vais reprendre les symptômes de l'AVC. C'est en premier lieu donc, la déformation de la bouche, donc la paralysie faciale, puis l'hémiplégie. Donc ça, tout le monde connaît. Après, il y a aussi des troubles de la parole. C'est un peu plus discret, des troubles de la compréhension. Des troubles visuels avec la perte de la vision d'un œil ou la perte du champ visuel. Dans tous les cas de figure, il faut faire les 15. Si vous faites ce type de symptômes, que vous êtes capable d'alerter ou que vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui fait ces symptômes, donc appelez les 15. Pourquoi? Parce que les AVC sont priorisés au sein de l'hôpital, donc aux urgences. Donc il y a l'accueil aux urgences. Donc le patient va directement au déchocage et il a l'accès direct à l'imagerie qui sera l'IRM. Alors, mais on est là pour que ça n'arrive pas. Et je vais vous présenter les 5 mesures pour diminuer le risque d'AVC à 90%. Donc on va faire donc, point. Donc tout à l'heure, c'est la tension, bien sûr le tabac, cholestérol, le rythme cardiaque, les diabètes, donc le poids, l'alimentation équilibrée, une activité physique régulière et la limitation d'alcool. Alors, commençons par la pression artérielle. Donc, l'hypertension artérielle, c'est le plus grand facteur de risque de loin. 50% des patients qui sont hypertendus ne le savent pas. On parle d'une hypertension quand la tension est supérieure à 140 en systolique et 90 en diastolique. Et cette tension ne fait donc régulièrement pas de symptômes. Ça veut dire qu'il faut la chercher. Donc il faut prendre attention pour détecter cette hypertension. Pourquoi est-ce qu'une hypertension est un si grand facteur de risque? Parce que les artères, donc les vaisseaux, donc c'est des tuyaux. Et qu'est-ce qui se passe quand vous augmentez la tension dans un tuyau? Ça va abîmer la paroi. Et puis, ça va abîmer la paroi de l'artère. Donc, du coup, il y a des cristaux de cholestérol qui vont s'infiltrer. Ça fait de l'artériosclérose, ça bouche les artères. Donc, c'est un effet très délétère, donc, avec le temps. Et c'est le facteur de risque donc, qui s'installe donc, de façon silencieuse, surtout après 50 ans. Alors, si vous avez la possibilité de faire des automesures, que vous connaissez quelqu'un qui a un appareil, de préférence un appareil avec un brassard, pas un appareil au niveau des poignets qui est quand même moins fiable. Arrêtez de fumer, oui. Le tabac multiplie les risques d'AVC par 2. Et donc l'enjeu, c'est de limiter donc, le nombre de facteurs de risque. On peut avoir un facteur de risque qui peut être non modifiable, mais c'est le nombre de facteurs de risque qui va potentialiser donc, le risque global. Alors, on a la chance d'avoir 2 tabacologues au sein de l'hôpital, donc, qui sont ici présents, et qui vous aideront, parce qu'il n'y a pas que le patch de nicotine et les bons conseils. Donc, il y a quand même toutes les démarches à mettre en place, donc, et ça vaut le coup, et puis il y a de bons résultats. Alors, le cholestérol, oui, donc il faut contrôler son cholestérol, donc, avec donc, une petite prise de sang tous les 5 ans. Donc, on conseille un cholestérol donc, total inférieur à 2 grammes par litre. Après un AVC ou un infarctus du myocarde, un peu moins encore. Donc, pour le LDL, c'est qui est donc, le mauvais cholestérol inférieur à 1 gramme par litre, si ce n'est que 0,7 grammes par litre. Les rythmes cardiaques, ça c'est un peu moins connu, donc on le voit aussi en discutant sur les cuisses. Donc, alors il y a un type de rythme, donc de trouble du rythme cardiaque, donc qui est emboligène, c'est la fibrillation atriale.
En fait, on s'imagine le cœur, donc il y a donc l'oreillette, hein, donc qui se contracte pas régulièrement, et là où ça se contracte pas, il y a le sang qui stagne. Là où le sang stagne, il y a des caillots qui se forment et qui sont éjectés, et souvent ça donne des AVC qui sont dramatiques, hein, parce que c'est des grands cailloux qui bouchent de grandes artères. Et ça multiplie le risque d'AVC par 5. Bon, et fibrillation artérielle, c'est aussi une maladie cardiaque de l'âge, hein, donc surtout supérieur à 50 ans, mais donc ça augmente bien sûr avec l'âge jusqu'à 20% pour les plus de 80 ans. Si vous avez des symptômes type palpitation ou bien rythme irrégulier, vous pouvez palper, si vous savez faire, ou sinon vous montre votre pouls, hein. N'hésitez pas donc à contacter votre médecin traitant puis le cardiologue donc, pour réaliser d'abord un ECG. Ça peut être un Holter ECG sur plusieurs jours, si ce n'est que pour quelques mois, hein, pour détecter ces troubles du rythme très emboligènes et qui peut être donc assez dangereux. Alors, le diabète aussi, il faut le chercher, hein. Donc, c'est quelque chose à chercher après 40 ans, surtout si vous avez un parent de la famille donc, qui a atteint des diabètes type 2, c'est le diabète de l'âge, hein, et si vous avez d'autres facteurs de risque. Pour les femmes qui ont fait un diabète de grossesse, le risque il est accru de faire un diabète donc, plus tard, hein, et 20% des personnes diabétiques donc, ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc, on détecte là où il y a déjà des complications du diabète qu'on aurait pu éviter avec une bonne prise en charge à temps. Alors, le poids aussi, hein, donc vous connaissez tous le fameux IMC, donc c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres x 2 et qui devrait être inférieur à 25. Alors, de façon générale, pour l'alimentation, moi je conseille toujours de cuisiner soi-même. Donc avec ça, vous avez le meilleur contrôle de ce que vous mangez, hein. Et de façon générale, prenez moins de sel, moins de sucre et moins de graisse animalière. C'est déjà 4 points très importants. L'activité physique régulière, on ne peut pas sous-estimer cette activité physique régulière, c'est vraiment bénéfique pour tout. Donc c'est un facteur donc, préventif déjà en soi, mais ça va diminuer encore plus donc, les autres facteurs de risque. Plus vous marchez, moins que vous faites de la tension, plus vous marchez, donc, moins que vous faites d'hypercholestérolémie et de surpoids. Et puis ça donne une meilleure performance cognitive. Alors ça veut dire que marcher, bon, le parfait est l'ennemi du bien, donc essayez quand même de marcher au moins 30 minutes par jour, hein, c'est 2 km, c'est le strict minimum, ça va déjà réduire le risque d'AVC de 30%. Surtout, et ça c'est l'âge clé, surtout à partir de 50 ans. Alors pour l'alcool, effectivement, il faut limiter la consommation d'alcool, hein. Donc des petites doses donc, sont peut-être, probablement pas nocifs, mais ne vous mettez pas à boire pour votre santé surtout, hein. Et puis pas d'excès, parce que dans les recommandations, donc, il est recommandé de ne pas dépasser 2 unités d'alcool. Et on y arrive vite, en fait. Donc, 2 unités d'alcool, donc c'est un verre de 0,2 de vin ou 0,5 donc, de bière. Hein, donc, c'est une bouteille de bière, un verre de vin, donc, et pas tous les jours. Autre facteur de risque, donc la pilule. Hein, donc, pour les jeunes femmes, donc, si vous prenez la pilule, ne fumez pas en même temps, évitez le surpoids, évitez les autres facteurs de risque. Hein, donc, ça multiplie le risque d'AVC par 2, hein, ainsi que les traitements aussi hormonaux substitutifs de ménopause. Alors, il y a des facteurs de risque, bien sûr, qui sont non modifiables, dont la migraine avec aura. C'est quoi la migraine avec aura? Donc, c'est un sous-type de migraine où, donc, en dehors des céphalées, donc, il y a des symptômes neurologiques associés. Par exemple, des flashs lumineux ou bien d'autres symptômes neurologiques donc, qui s'installent avant les céphalées. Et ce type de migraine est un facteur de risque vasculaire. Un autre facteur de risque, bien sûr, vasculaire non modifiable, c'est l'âge. Hein. Donc, plus on avance en âge, plus on a un risque de faire un AVC. Et bien, le stress. Je vais vous parler aussi du stress. C'est très subjectif, hein, donc pour la définition aussi, vous demandez à votre voisin, tout le monde est stressé. Alors, je ne parle pas de ce type de ressenti de stress, je parle donc du stress donc, qui mène à une perte de contrôle de la situation. Alors, pour qu'il y ait un impact en fait physiologique, donc
à notre corps, il faut que ça soit vraiment la sensation de menace et de danger. Alors, la situation, enfin la réponse donc, physique donc, au stress, c'est tout à fait physiologique. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ils étaient obligés de courir donc, et puis de fuir les bêtes féroces, donc ils devraient donc à court terme accélérer donc, leur performance en augmentant la glycémie, en augmentant la tension. Donc à court terme, vous êtes beaucoup plus performant. Et même là, donc, vous faites un examen, donc une présentation, donc vous êtes plus performant quand vous montez votre glycémie, donc aussi la tension, donc ça vous permet d'être quand même à la hauteur, donc, et puis d'être plus efficace à court terme. En revanche, si ce stress-là persiste, donc là, on va rencontrer des effets très délétères. Alors, donc, cette situation de menace, donc, cette situation, c'est surtout quand il y a l'incapacité d'assumer une tâche imposée, donc, ou une tâche que vous vous imposez vous-même. Donc, ça peut être c'est une imbalance entre les exigences et les capacités. Ça peut être aussi un traumatisme psychique grave, inattendu, donc un deuil. Et parfois, on a un décalage entre le ressenti et la situation. Alors, donc, il y a des personnes qui ont un stress considérable après la mort de l'animal de compagnie. Donc, il ne faut pas sous-estimer les ressentis subjectifs de certaines situations très douloureuses. Alors, c'est curieux, le stress augmente dans les pays à revenus élevés. Donc, ce n'est pas forcément lié donc, à des dangers existentiels. Les dangers existentiels, donc, c'est pas ça qui nous fait donc, perdre le contrôle. Donc, c'est plus la situation donc, actuelle avec des exigences qui sont des exigences que je m'impose ou bien que l'entourage m'impose, ou bien le fait de se comparer avec l'entourage, ou bien avec ce qu'on a souvent maintenant, les réseaux sociaux. Alors, le stress chronique favorise donc, le tabagisme aussi, la consommation d'alcool, les troubles de sommeil, la tension artérielle augmente, l'augmentation du poids, donc la malnutrition donc, va augmenter, donc on a une baisse d'activité physique, et puis souvent ça mène à une dépression. L'association stress-infarctus du myocarde, c'est connu depuis longtemps. L'association stress-AVC, ça a été décrit dans la littérature donc à partir de 90, et on distingue deux cas de figure. Donc le stress permanent du stress ponctuel. Le stress permanent, c'est effectivement donc, stress souvent psychosocial à long terme. À la maison, donc au travail, par une situation financière difficile. Et le stress ponctuel, ça, c'est l'événement donc, clé qui va perturber l'équilibre. Ça peut être aussi donc, la naissance d'un enfant, donc ça peut être une rupture émotionnelle, donc un deuil, comme je viens de dire. Alors, donc, notre réaction physique, enfin notre corps donc, qui nous aide pour surmonter les difficultés, donc, il fait quoi? Il fait une activation du système sympathique. Alors, donc, le système sympathique, c'est l'augmentation des hormones, comme la cortisol ou l'adrénaline. Et ces hormones font augmenter donc, la tension artérielle, la glycémie, ça fait baisser les défenses immunitaires, donc ça fait baisser aussi donc, l'activité de nos intestins. Et ça vous permet d'être plus performant, plus efficace à court terme. En revanche, si ça continue donc être une situation permanente, on découvre une dysfonction de la paroi des artères. Et c'est là donc, un facteur qui va déclencher l'artériosclérose. Ça, c'est pour le stress au long cours. Et puis, donc, en ce qui concerne la situation clé stressante, donc ça mène à une vasoconstriction. Donc, cette construction donc, des artères peut mobiliser en soi le matériel qui est déjà présent. Donc, alors, une situation stressante, une situation très douloureuse peut être un facteur qui déclenche l'AVC, mais une situation ponctuelle n'est pas un facteur de risque au long cours, bien sûr. Alors, reconnaître donc, les signes, souvent, c'est même pas ressenti. Donc, si c'est une situation difficile donc, au long cours, ça peut être une sensation de fatigue,
d'émissions intérieures, une irritabilité, hein, donc le fait de perdre le contrôle pour des banalités. Hein. Souvent, à la conduite automobile, on rencontre des personnes qui perdent très facilement leur sang-froid. Hein. Ça peut être aussi un appauvrissement émotionnel de base, hein, ou bien des signes somatiques, donc des troubles de sommeil. Donc il faut faire très attention à ça parce que ça peut être un signe de stress quand même permanent. Hein. Ou bien carrément une dépression, un désespoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut redevenir maître de la situation. Donc, il faut prendre conscience, surtout, d'équilibrer les capacités et les demandes. Et pour ça, il faut être un peu honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je peux faire moi? Donc, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois peut-être pas faire et qu'est-ce qui peut donc me soulager, hein, donc au quotidien pour quand même être plus performant et mieux équilibré dans ce que je fais. Alors, donc, par exemple, créer des moments de repos, hein. Diminuer surtout le temps devant les écrans. J'entends souvent, donc, je me repose le soir devant la télé. La télé, c'est pas du repos. La télé, donc c'est la lumière bleue, c'est un éveil, hein, pour le cerveau. Et puis, donc, ça fait quand même travailler. Hein. Donc, ce qui est très bénéfique, c'est des méthodes de relaxation pour ceux qui n'arrivent pas à relâcher, hein, ou bien pratiquer le sport. Marcher dans la nature, très bénéfique. Essayez aussi d'augmenter les heures de sommeil. Et équilibrer les heures de sommeil, ça veut dire que, donc, éviter les changements de rythme. Au travail, pour ceux qui peuvent organiser un peu leur travail, hiérarchiser les tâches, faites le plus important en premier. Puis regroupez les tâches similaires. Par exemple, s'il faut répondre aux mails, donc attendez donc un certain temps, donc, et puis vous répondez à plusieurs mails donc, les uns après les autres, au lieu de switcher entre les tâches. Alors switcher entre les tâches, ça fait quand même une grande perte en fait de concentration, hein, et puis une perte de performance. On dit à peu près donc un quart d'heure, donc pour retrouver l'état de concentration, hein, que vous avez acquis avant. Donc, le but, c'est réduire la distractibilité, même si parfois ces distractions sont les bienvenues. Vous êtes sur une tâche difficile, hein, donc ça ne vous enchante pas. Donc, il y a un mail, on va peut-être plutôt répondre au mail facile. Non, faites déjà ce que vous avez commencé jusqu'à la fin et puis switchez après, parce que comme ça, vous allez gagner du temps. Puis, une liste, effectivement, de ce qu'il y a à faire et des petites pauses mentales. Donc, au quotidien aussi, hein, diminuer les interférences. Alors, créer des zones sans smartphone, hein, donc c'est très, très recommandé à la maison. Vous pouvez mettre pour toute la famille, hein, un garage à smartphone donc, à l'entrée. Arrêtez les alertes, oui. Et puis, donc, rendez-vous compte donc, qu'il n'y a pas de FOMO, donc c'est cette peur dont on parle de rater quelque chose. Donc, vous ratez tout si vous n'êtes pas présent au moment donc, présent. En fait, donc, c'est ce qu'on appelle mindfulness. Donc, quand vous êtes dans une situation, donc, essayez de vous concentrer sur la situation et ne pas être ailleurs, donc, avec les idées sur le téléphone, donc être avec votre interlocuteur, avec votre famille, avec la situation. C'est très bénéfique. Parce que ça vous permet de redevenir l'élément actif. Il ne s'agit pas de réagir parce que, donc j'ai quelqu'un qui m'adresse une question. Non, c'est moi qui décide quand je veux répondre à quelque chose, c'est moi qui prend en fait la situation, mon activité en main. Et puis, se ressourcer émotionnellement, hein, vous savez, donc souvent aussi, donc, pareil, hein, donc, les réseaux sociaux, souvent il y a des mauvaises nouvelles. Hein, donc, une mauvaise nouvelle donc, nécessite 5 bonnes nouvelles hein, pour vous faire donc, atteindre votre état émotionnel et d'équilibre. Voilà, je dis toujours, quand vous vous disputez avec votre conjoint, donc ce n'est pas un bouquet de fleurs après, mais 5 hein, donc, pour rattraper les coups. Parce que c'est la vitalité émotionnelle qui est extrêmement importante pour votre équilibre, bien sûr, hein, donc pour votre bien-être, mais aussi c'est un facteur donc, très préventif pour tout ce qui est vasculaire, mais aussi pour le cancer, on le sait maintenant. Hein. Donc, cette sensation d'énergie, de bien-être, l'enthousiasme,
d'être présent donc, au quotidien, hein, donc gérer ses émotions. Donc ça, c'est essentiel. Et comme d'après Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Je dis toujours, donc, le parfait est l'ennemi du bien. Donc, essayez de faire au mieux avec vos possibilités, vos capacités, hein, et c'est déjà beaucoup. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, donc, je suis à vous.